Bonjour à vous, je suis Cédric et peut-être que vous me connaissez comme Monsieur Argent, celui qui parle souvent d'argent. Mais aujourd'hui, je ne voudrais pas vous parler d'argent, mais je voudrais vous parler de la question de race. Je voudrais vous parler de la question de race qui est au cœur de ce que nous vivons présentement. Et je crois que c'est important d'en parler, mais d'en parler avec respect. Parce que ce qui n'est pas exprimé s'imprime d'une manière ou d'une autre. Et s'il y a un message que je pense qui est important, que vous devez entendre, c'est celui-là. Et en tout cas, entendre de ma part. Et je veux vous demander d'accorder du temps à ce message parce qu'il est important. Et il est important pour plusieurs raisons. Il est important, premièrement, parce que je crois qu'il est important pour moi de vous adresser ce message à vous qui faites partie de ma communauté, afin que vous sachiez quelles sont les valeurs qui me caractérisent et caractérisent la communauté, en fait, que nous constituons ensemble. Parce que pour moi, vous n'êtes pas une transaction. Pour moi, vous n'êtes pas une adresse courriel. Et pour moi, vous êtes une personne. Et ça veut dire donc que vous avez probablement été sensible et touché par ce qui s'est passé tout comme moi. Et la deuxième raison pour laquelle je pense qu'il est important pour moi de parler de ce sujet-là, c'est qu'en tant que personne de couleur qui vit dans un monde multiculturel, c'est quelque chose qui est assez proche de moi. Et il faut que j'en parle. Et c'est aussi important d'en parler parce que, oui, j'en ai déjà brièvement parlé, mais depuis lors, je me suis posé la question à savoir qu'est-ce qu'il adviendra, que se passera-t-il pour l'avenir à venir. George Floyd est mort, mais avant lui, il y en a eu plusieurs autres. Alors, allons-nous simplement pendant un temps pleurer, parler et attendre jusqu'au prochain cas? Ou est-ce que nous allons entreprendre des changements qui sont véritables? Et quelles peuvent être des clés pour nous aider ensemble à réduire le clivage racial qui existe afin de créer un futur et un avenir meilleur pour les générations à venir? Aujourd'hui, c'était George Floyd. Mais demain, ça peut être votre enfant. Aujourd'hui, c'était le genou du policier Derek Chauvin qui a retenu le souffle de l'humanité en asphyxiant une personne qui était déjà menottée, qui ne pouvait plus se défendre. Mais demain, ça peut être le pied de votre enfant. Par conséquent, comment est-ce que nous pouvons aborder cette question afin de réduire le clivage qui existe? Et avant de débuter, je voudrais vous donner tout simplement quelques avertissements. Et je voudrais vous dire bien humblement que je ne suis pas un spécialiste des questions raciales. Premièrement, je ne suis pas un spécialiste des questions raciales. Par conséquent, je n'ai pas toutes les réponses ou même les réponses adéquates. Je suis plus un spécialiste des questions d'argent que des questions raciales. Et un homme sage a dit une fois que lorsqu'un problème survient, parfois on se demande quelle est la raison. Mais souvent, il n'y a pas une raison, mais il y a plusieurs raisons. Par conséquent, je ne prétends pas avoir la clé, mais je peux avoir une clé. Cependant, donc, ce n'est pas parce que je n'ai pas toutes les clés ou toutes les réponses que je ne dois pas contribuer avec la perspective que j'ai. Et donc, mes éléments peuvent être incomplets, mais c'est ce que j'ai. C'est ma contribution. Vous pourrez l'apprendre, vous pourrez l'analyser, vous pourrez l'intégrer dans vos réflexions afin d'avoir un panorama beaucoup plus large. La deuxième chose que je voudrais également porter comme avertissement, c'est que je voudrais vous dire que pour moi, je ne crois pas que le mal et le bien sont racialisés. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il existe d'un côté les méchants et de l'autre côté les bons. Je crois que le mal et le bien sont des forces en opération, ce sont des esprits en opération qui agissent dans des individus, peu importe la couleur de leur peau. Et donc, il n'y a pas, selon moi, d'un côté les mauvais blancs et de l'autre côté les bons noirs. Non. Il y a d'un côté des blancs et des noirs avec de bonnes valeurs et de l'autre côté des blancs et des noirs avec de mauvaises valeurs. Et donc, notre combat en tant que tel n'est pas un combat
contre des races, mais un combat contre des valeurs et des croyances qui se sont érigées en modes de fonctionnement, qui ont été considérés comme étant des modes de fonctionnement normaux. Le troisième avertissement que je voudrais porter avant de débuter cette question, c'est que peut-être que vous le savez déjà, mais peut-être que non, mais j'ai quelques valeurs d'une personne croyante. Je ne suis pas nécessairement le meilleur et je suis loin d'être parfait, mais je partage quelques valeurs de foi. Et ce que je vais vous partager dans ce contenu-là, je vais vous le partager tel que je suis. Et ça signifie donc que je vais parfois faire appel à des textes de référence tirés de la Bible, à des fins historiques, mais non pas pour vous imposer une quelconque vue, parce que je respecte qui vous êtes, je respecte vos croyances et j'ai des amis de tout arrière-plan, des amis musulmans, j'ai des amis qui étaient d'anciens moines bouddhistes avec qui je parle de différentes choses, qui m'expliquent leur perspective de la vie, leur perspective de la mort, leur perspective de la réincarnation, etc. Et je leur partage aussi ma vision des choses. Par conséquent, je vous demanderai d'avoir simplement une ouverture d'esprit et à savoir que l'homme qui vous parle présentement respecte vos valeurs, même si je peux avoir des valeurs qui sont différentes. Cela étant dit, où est-ce que nous allons à partir de là? Vous savez un peu, pour vous donner un peu le contexte de la réflexion que j'ai eue, c'est que cette réflexion un peu m'est venue lorsque je méditais, je réfléchissais sur des textes de l'Ancien Testament. Un texte qui parle de l'esclavage du peuple juif ou du peuple hébreu sous la domination de l'empire de l'Égypte. Et c'est un peuple qui, pendant près de 400 ans, a été mis sous l'oppression et le dur labeur. Et pour une raison que j'ignore, en fait, cela ne m'était jamais venu à l'esprit, en fait, que ce texte parlait aussi d'un combat racial, un combat d'un peuple. Et peut-être à cause de la façon dont j'ai toujours entendu parler de cette histoire, je l'ai toujours vue comme étant une histoire juste d'un point de vue spirituel, l'histoire d'un Dieu souverain qui voulait démontrer sa fidélité à ses promesses faites à des patriarches. Et bien que cela soit vrai, en lisant ce texte, je me suis rendu compte que je regardais cette histoire seulement à peu près 3000 mètres de hauteur. Et en fait, qu'il me fallait en fait descendre un peu plus dans la réalité de ceux qui vivaient cette histoire et non pas voir cette histoire uniquement comme étant un acteur externe. Parce que la réalité, c'est que pour les personnes qui vivaient cette histoire, pour les Hébreux qui vivaient cette histoire, pour les contemporains de Moïse, etc., qui vivaient cette expérience, il ne s'agissait pas d'un film qu'ils regardaient de loin. C'était l'histoire de leur vie, où à chaque jour, ils devaient porter de l'eau de briques, ils devaient subir des travaux forcés, ils devaient mener un dur labeur. C'était l'histoire d'une oppression continue et d'un cri de leur part à vouloir sortir de cette oppression-là. Et au milieu de cette souffrance et de leurs cris, le Dieu souverain a entendu et a décidé d'intervenir dans leur réalité pour rappeler qu'il n'est pas un Dieu qui est à 4000 mètres d'altitude, mais un Dieu qui connaît la réalité du plancher. Un Dieu qui est en faveur de la justice et de la liberté. Mais lorsque Dieu intervient, selon cette histoire, il intervient à travers un homme avec grand H. Et tant qu'un homme ou une femme ne se lève pas, la justice ne peut prévaloir. Parfois, il nous arrive de nous poser la question à savoir, si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a tant d'injustice dans le monde? Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, mais une chose que l'histoire nous apprend, c'est que pour que Dieu se lève, ça nécessite qu'un homme ou une femme se lève également. Parce que Dieu intervient dans le plancher de l'humanité à travers des hommes et des femmes comme vous et moi. Et cela signifie donc que le combat pour la justice raciale n'est pas la responsabilité unique d'une institution, n'est pas la responsabilité unique d'un gouvernement, mais c'est la responsabilité personnelle de chacun de nous, de vous et moi. Parce que la justice se lève à travers des hommes et des femmes qui ont choisi de ne pas se contenter de leur routine habituelle afin de se soustraire de leurs responsabilités personnelles. Et la situation que nous vivons donc ne changera pas sans vous. Que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez jaune ou de toute autre couleur.
Et donc, il est essentiel pour vous de savoir que vous êtes un élément de la solution, vous faites partie de la solution. Et vous ne pouvez donc pas dire que c'est le problème des autres parce que la justice va se lever uniquement quand vous allez vous lever. Et elle va s'asseoir quand vous allez vous asseoir. Et vous ne pouvez donc pas dire que c'est le problème des autres. Vous ne pouvez peut-être pas renverser le monde. Vous ne pouvez peut-être pas être un Martin Luther King, mais vous pouvez contribuer à instruire des gens. Vous pouvez vous éduquer vous-même sur le sujet. Vous pouvez peut-être déjà sensibiliser vos enfants sur cette question. Vous pouvez déjà peut-être, à la cafétéria de votre travail, vous asseoir avec votre collègue d'une autre couleur et essayer de le connaître. Vous pouvez donner des opportunités ou plus de responsabilités à des gens différents que vous qui démontrent de la compétence. Vous ne pouvez pas changer l'humanité. Vous ne pouvez peut-être pas être un Martin Luther King, mais vous pouvez changer quelque chose dans votre propre environnement. Vous faites partie de la solution parce que la justice ne se lève que lorsque vous vous levez, lorsque vous jouez votre part. Et l'histoire du peuple juif qui était sous la captivité de l'Égypte nous parle de Moïse. De Moïse qui était l'un des hommes qui s'est levé pour être un instrument de libération. Et qu'est-ce que nous pouvons apprendre en fait de cette histoire pour nous aider aujourd'hui? Parce que je pense que c'est important de revoir un peu l'histoire. Parce qu'à moins d'apprendre de l'histoire, on risque d'être condamné à la répéter. Et qu'est-ce que nous pouvons apprendre? Et je vais partager avec vous quelques points. La première chose, en lisant un peu cette histoire, ce sont des points que j'ai observés, non exhaustifs, mais quelques-uns. La première chose, c'est que pour que la liberté et la justice prennent place, cela nécessite que chacun se considère comme étant un acteur capable de faire quelque chose à son échelle. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas renverser le monde que vous ne pouvez pas renverser votre propre entourage. Et donc, il est important de savoir donc de ne pas laisser ce que vous ne pouvez pas faire vous empêcher de faire ce que vous pouvez faire. Ne laissez pas ce que vous ne pouvez pas faire vous empêcher de faire ce que vous pouvez faire. La deuxième chose, à savoir, pour nous aider à travers ces temps par lesquels nous passons, c'est que pour que la liberté et la justice prennent davantage place, cela nécessite des personnes qui sont capables de traverser les frontières culturelles. Moïse, le libérateur, était hébreu de naissance. Il était donc de la race de ceux qui étaient dominés, de la race de ceux qui étaient marginalisés. Cependant, Moïse avait grandi toute sa vie dans le palais royal chez les Égyptiens, la race de ceux qui dominaient. Et donc Moïse était quelque part un mélange culturel, au point où parfois les gens de sa propre race, les Hébreux, de sa propre race de naissance, les Hébreux, ne le considéraient pas comme étant un des leurs. Mais pourquoi est-ce que Dieu a-t-il choisi un personnage comme lui pour être un instrument de libération? Je ne sais pas, il peut avoir plusieurs raisons. Mais probablement, peut-être que parmi ces raisons, il y a peut-être la raison que Moïse était capable de comprendre les deux univers. Il était capable de comprendre les deux univers. En tant que libérateur, naturellement, Moïse devait aller parler au pharaon et mettre de la pression au pharaon afin qu'il libère les Hébreux. Mais pour pouvoir parler à un roi, il y a des protocoles à suivre et à respecter. Si vous prenez tous les chefs d'État aujourd'hui, il y a un protocole à suivre. Vous ne pouvez pas aller parler à un chef d'État n'importe comment. Vous n'arrivez pas n'importe comment. Vous ne vous levez pas quand vous voulez. Vous ne partez pas quand vous voulez. Il y a un protocole à suivre. Et Moïse était de la maison. Moïse, ayant grandi dans le palais royal, il connaissait probablement le protocole royal, tout en connaissant un peu de la réalité des esclaves hébreux. Et donc, il est important de savoir en fait que chaque culture ou chaque race a ses codes et ses protocoles. Et pour que la liberté et la justice progressent, cela va nécessiter que vous et moi, nous soyons prêts à pouvoir naviguer entre différentes cultures, entre nos différentes cultures, à connaître nos protocoles différents au lieu de nous isoler dans nos camps respectifs. Tout comme par exemple, je fais l'effort de manger votre pizza de temps en temps, je vous invite de temps en temps à manger mon mafé, c'est-à-dire
ma sauce à base de pâte d'arachide. Je ne vous demande pas de manger mon mafé tout le temps. Je ne vous demande même pas d'aimer mon mafé parce que je comprends que les goûts alimentaires sont différents et vous avez le droit de ne pas aimer mon mafé et de ne pas vouloir le manger. Et cela ne m'offusque pas du tout. Mais c'est important de savoir que juste parce que ma nourriture ne sent pas bon à votre odorat, cela ne signifie pas qu'elle ne sent pas bon pour moi. Ou encore, juste parce que ma nourriture ne sent pas bon à votre odorat, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas vous approcher de moi. Et donc, aussi, ça signifie que juste parce que votre tartare de bœuf me donne à moi de la nausée, parce que j'ai été culturellement formé à manger de la viande bien cuite, cela ne signifie pas que je dois vous trouver étrange ou cruel. Vous pouvez continuer à manger votre tartare et moi, mon mafé, et on peut quand même continuer à parler. Et pour que donc la justice et la liberté progressent, il faut que nous soyons prêts à traverser nos cultures et à connaître les protocoles et dans nos différentes cultures. Et aussi parce que j'évolue quelque part dans le milieu de l'enseignement, traverser nos frontières et nos cultures signifie que je ne devrais pas rester dans une logique, par exemple, de groupe de travail constitué exclusivement d'immigrants et de groupes de travail constitués exclusivement de natifs, parce que nous ne pourrons pas évoluer ainsi. J'ai besoin de savoir comment est-ce que, en tant que personne d'une autre race, comment est-ce que vous travaillez, quelle est votre façon de penser, et vous aussi, vous avez besoin de savoir que je suis capable de produire des choses au-delà des stéréotypes qui sont véhiculés. Et n'ayez pas peur parce que si on m'a admis dans la même université que vous, c'est parce qu'on a estimé quelque part que j'avais un minimum de standards pour faire un bon travail. Donc, nous avons besoin d'apprendre, vous et moi, à nous connaître, à découvrir nos différents protocoles. Et je vais terminer avec un point avant de faire une seconde partie à ce contenu très important. Et donc, le troisième élément pour que la liberté et la justice progressent, c'est que nous avons besoin, oui, de traverser nos cultures, mais au sein de nos propres cultures, nous avons aussi besoin de rechercher un sens de fraternité. Malheureusement, certaines choses du passé semblent toujours se répéter. Et l'histoire du peuple juif raconte qu'alors que Moïse sortait un jour et qu'il vit un Égyptien frapper un Hébreu, l'histoire dit que Moïse fut pris de colère et il tua l'Égyptien. Une erreur qui va lui coûter 40 années de sa vie. Cependant, le lendemain du jour où Moïse a tué l'Égyptien et que personne ne l'avait encore chassé ou arrêté, Moïse est sorti et il a vu un autre Hébreu en train de frapper un autre Hébreu. Et hier, c'était le dominateur d'une autre race qui frappait le dominé, mais aujourd'hui, c'est le frère qui frappe le frère de la même race. Comme quoi, les choses semblent parfois se répéter. Et la question, oui, du conflit racial existe, mais il y a aussi la réalité qu'au sein d'une même race, nous nous battons parfois entre nous. Nous nous déchirons, nous nous stigmatisons. Moi, je suis de tel pays ou de telle ethnie, et toi, tu es d'un autre pays ou d'une autre ethnie, mais nous devons nous frapper sur un principe d'identité. Ou encore, moi, je suis des régions, et toi, tu es de la capitale, et nous allons nous lancer la balle parce que nous ne nous comprenons pas, nous n'avons pas les mêmes accents, vous prenez tous les emplois, vous prenez toute l'aide gouvernementale, etc. La race qui frappe la race. Et Moïse dira à ces messieurs-là, pourquoi frappes-tu ton prochain? Si en tant que membre de la même race, membre du même pays, membre du même clan, et parfois même membre de la même famille, si tu essaies de me détruire, et si tu n'es pas capable de me voir comme étant ton prochain, comme étant ton semblable, comment est-ce que tu voudrais que quelqu'un de beaucoup plus différent que toi te voit comme étant ton prochain? Comment? La liberté et la justice nécessitent qu'au sein même de nos propres cultures, nous cherchions à cultiver un sentiment de fraternité. Parce qu'on ne peut pas être d'accord, oui, on ne peut pas être d'accord sur tout, mais on peut ne pas chercher à se tuer ou à se détruire ou à se diffamer parce qu'on est différent, même dans nos propres cultures. On peut se donner un minimum de respect humain.
Et ce sont quelques trois premières clés qui me viennent que je veux partager. Et pour ne pas trop allonger, je ferai une seconde portion où je vous partagerai en fait aussi deux autres clés fondamentales de cette histoire et qui sont vraiment le pivot essentiel pour permettre de pouvoir se libérer de cette question raciale. C'était Cédric et à une prochaine.